a le grand plaisir d'accueillir Sarah Alonso Gomez, qui est maîtresse de conférences en histoire et théorie de l'art ici même au département art depuis septembre dernier. On est très heureux de cette nouvelle recrue qui apporte du sang neuf et beaucoup d'énergie à notre département. Et Sarah donc est née à La Havane et elle est docteure de l'université Paris 7. Merci, Paris 7, pour une thèse sur la désobéissance artistique dont il va être question aujourd'hui. Ça fait une quinzaine d'années qu'elle travaille à l'interface entre recherche, enseignement et pratique curatoriale, le tout sur 3 continents à la fois, les Amériques, l'Afrique et l'Europe. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont Contre-visualité, écart tactique dans l'art contemporain, et No Rhetorics, Versions and Subversion of Resistance in Global Contemporary Art. Et elle a aussi, et c'est pas rien, été co-commissaire de la Biennale d'art contemporain de Kinshasa en 2022, Yango 2. Et la notion de désobéissance artistique dont elle va nous parler aujourd'hui interroge le potentiel d'insubordination de l'œuvre d'art face aux injonctions de la mondialisation, ce qui est extrêmement urgent et important pour nous tous ici. Merci beaucoup, Sarah. La parole est à toi. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation. Et pour ces vendredis anarchistes à Marseille, dans un moment où c'est extrêmement délicat, où on vit, on traverse un climat politique assez pesant depuis quelques mois. Donc, la lucha continua. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être là et de partager justement une partie de ce travail avec vous sur lesquels je ne pourrais pas être exhaustif parce qu'on a à peine 2 heures. Et je pense que je vais parler pendant 1h15, 1h20 environ. Et puis, je vous laisserai notamment les temps pour poser des questions. Et ça sert à vous justement de compléter ces réflexions, d'interagir avec moi, en disant que c'est un travail que, même s'il a eu une première clôture au centre de mes études doctorales, c'est un travail qui continue. En fait, pour moi, c'est un outil de recherche et de travail permanent que je n'applique pas aux œuvres. Ce sont les œuvres en fait, qui m'inspirent vraiment et ce sont les œuvres en fait, qui sont les points de départ pour toutes ces réflexions. Et ce qui fait qu'en fait, à chaque fois je fais la rencontre avec une œuvre et moi-même, je me place à la place de la spectatrice. Tout d'un coup, effectivement, il y a éventuellement quelque chose qui peut se passer de l'ordre du potentiel. Donc, je vais parler plutôt du potentiel, en fait, de désobéissance. Et je tiens très fort à remercier Frédéric parce qu'il m'a associé à ce séminaire depuis le tout début, depuis le lendemain de mon recrutement, justement, pour être plus précise, lors d'un appel qui a duré environ 1h30. Je me rappelle très bien. En fait, ce sont des moments assez signifiants dans la vie de quelqu'un, je trouve. Donc je n'oublierai pas justement ces premières conversations qu'on a eues au téléphone et que j'espère se poursuivre justement dans les années à venir, peu importe le parcours qu'on choisira peut-être à un moment déterminé. Alors j'aimerais tout d'abord préciser que je ne suis pas vraiment spécialiste de la question, c'est-à-dire de la relation entre art et anarchie. Je m'intéresse depuis très longtemps, peut-être depuis le tout début de mes études en licence en histoire de l'art, à la relation plus large entre art et politique. Et il m'a semblé en fait que l'outil de la désobéissance était quelque part très pertinent pour aborder notamment les évolutions récentes en fait, de la relation entre art et politique au tournant du nouveau millénaire. Donc, où on assiste quelque part à un renforcement en fait, des stratégies néolibérales au sein du capitalisme tardif et on est confronté aussi à un déploiement des stratégies, des techniques qui sont très fort liées en fait, au processus de la mondialisation et tous les paradoxes en fait, qui traversent ce processus. Donc, il y a eu
aussi le contexte en fait d'une alliance assez particulière, notamment au tournant du millénaire, donc au début des années 2000, entre l'art et la politique, ou l'art et le politique, qui m'a semblé aussi intéressant justement pour aborder donc ce que j'appelle la désobéissance artistique, donc une espèce de petite sœur rebelle par rapport à la désobéissance civile. Donc en fait, on va parler beaucoup de désobéissance ce matin, tout en particulier de désobéissance civile, pour voir les écarts, les pas d'écouter en fait que la désobéissance artistique peut éventuellement faire par rapport à la désobéissance politique. Et voilà. Donc peut-être il faudrait préciser que la raison pour laquelle, et je pense que c'était aussi ton intuition, Frédéric, quand tu m'as invité à participer au sein de ce séminaire, c'est que du côté de l'anarchie et du côté de la désobéissance, il y a quand même un rapport très fort à la figure ou aux figures d'autorité. Donc, je pense que c'est là où je vais me pencher aujourd'hui sur ce genre de réflexion, et notamment aussi par rapport à la question du nom, donc de la contestation. Donc, on va voir quels seraient éventuellement les éléments à partager entre l'anarchie et la désobéissance, et par rapport à ce que je pourrais éventuellement vous apporter du point de vue de la désobéissance artistique, peut-être il y aura des passerelles à faire par rapport à la relation entre art et anarchie. Donc ma présentation se déroulera sur 4 temps. Je commencerai en rappelant certains schémas de la désobéissance. J'essaie de moduler un petit peu. Puis j'aborderai comment l'art peut être soumis à des contraintes et à des injonctions aujourd'hui, notamment dans le cadre du processus de la mondialisation. Je poursuivrai avec l'analyse du potentiel de désobéissance avec la présentation des 3 œuvres qui ont lieu, en fait, ce sont plutôt des œuvres in situ, qui ont lieu dans 3 espaces différents au monde. Oui, c'est ça. Et pour finir, je veux conclure en fait avec des remarques générales. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par désobéissance? Contester d'une façon très générale, c'est être en désaccord. Dire non à un ordre donné, refuser un état des choses. Cette puissance de la négation se manifeste très tôt dans le développement du sujet humain et s'avère être une étape cruciale dans la formation de la personnalité de quelqu'un. Lorsque l'enfant dit non, il découvre une capacité nouvelle qui consiste à se poser face à son entourage et à marquer un écart qui lui permet de se définir. On se pose justement en s'opposant. Au début, cet écart est rarement justifié par l'enfant. La force négative qu'il se découvre précède de loin l'apprentissage de formes discursives de l'argumentation. Il s'agit d'une désobéissance spontanée aux injonctions extérieures, incapable encore de se donner des raisons. Dans son ouvrage « Nom de l'esprit de la révolte », le philosophe Vincent Dalcroix dit son émerveillement justement face à sa fille de 3 ans, dont les noms assénés à tout bout de champ expriment le but de la vie ou la vitalité même. La contestation est synonyme de développement d'une personnalité individuelle et libre, capable de réflexion. Penser, c'est dire non, comme disait Alain. Le non exprime plus généralement l'insubordination. Dans la littérature et dans les arts, certaines figures incarnent à merveille ces gestes de défi. C'est le valet Leporello, dans les Don Giovanni de Mozart, qui, dans l'air d'ouverture, chante « Non, 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 non voglio più servir », excusez-moi pour les italophones qui sont dans la salle, signifiant ainsi à son maître qu'il refuse désormais de se plier au désir de celui-ci. Dans la nouvelle Bartleby, les scribes de Melville, c'est l'abstention du protagoniste qui, sollicité pour quelques tâches, autre que copier, répond toujours par un désarmement « I would prefer not to ». Avec l'âge, on assiste à un raffinement progressif des formes du non. On passe du non, 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 justement
de l'enfant, un rapport plus subtil du refus, qui n'est pas moins virulent et Delcroix n'hésite pas à dire que l'on change en fait de nom. Car Leporello ne se contente pas de dire non, pas plus que les gestes de Barthélemy ne se résument en une vaine abstention abstraite. Par leurs actes, ils remettent en question les hiérarchies établies, un certain rapport de pouvoir. Potentiellement, ces actes de refus ne se limitent donc plus à un cas singulier, mais ils peuvent servir d'exemple pour d'autres qu'ils s'inspirent. Le milieu au sein duquel s'expriment les refus est bien entendu tout aussi important que les non exprimés. Lorsque ces derniers ne quittent pas le cercle familial, ces conséquences resteront par contre minimales. En revanche, les choses prennent une ampleur bien plus considérable lorsque les noms se diffusent à travers de la société civile ou lorsqu'ils s'adressent à l'État. Edvard Marcus remarquait déjà dans les années 60, et je le cite, que le peuple autrefois fermant du changement social s'est élevé. Il est devenu le ferment de la cohésion sociale. Fin de la citation. Les constants de Marcus, selon lesquels ce sont désormais les parias, les outsiders, les autres races, les chômeurs qui expriment les grands refus, demeurent en grande partie encore valides aujourd'hui. Si un certain ordre dominant tentera de les faire passer pour puérils, c'est justement parce que le non est toujours profondément séditieux et qu'il possède une force subversive pour l'ordre social tout entier. Chez Thomas Hobbes, déjà, on trouvait la figure de puer robustus sed maliciosus, du garçon robuste mais malicieux, le troublemaker, qui ne respecte qu'à moitié l'ordre imposé par le Commonwealth et met donc en danger celui-ci. Il reste foncièrement enfoncé dans une espèce d'entre-deux, des âges de l'homme, plus tout à fait un enfant, mais pas encore tout à fait non plus un adulte, possédant la force de ce dernier sans accéder à sa maturité. Bien que le processus de civilisation soit souvent ramené à une première figure mythique de désobéissance, par exemple Adam ou Prométhée, la répétition des actes de désobéissance au-delà de cette incartade première met en péril en fait l'ordre civilisé. Dans ce contexte, l'obéissance apparaît comme la clé de voûte de l'existence humaine en société, la condition nécessaire pour garantir l'organisation et la production des activités humaines, ainsi que les vertus fondamentales du genre humain. Si on a toujours tenté de ramener ces gestes de refus à un acte puéril, c'est justement pour tenter de circonscrire leur portée et d'éviter des effets de contagion dangereux pour l'ordre public. Car bien souvent, ces gestes n'ont précisément rien d'individuel, mais ils esquissent déjà l'art des cercles potentiels d'un collectif. Dans le monde grec païen, la désobéissance fondatrice est ouvertement revendiquée comme une origine de l'aventure humaine. Sans la désobéissance de Prométhée, des rebelles qui, pour l'amour des hommes, préfèrent d'être enchaînés à un rocher, plutôt que d'être les serviteurs obéissants de Dieu, il n'y aurait pas de progrès humain. Dans ces deux cas, le développement de l'humanité est rendu possible par le refus, par la capacité de dire non au pouvoir, au titre de l'autonomie et du désir de choisir librement son propre destin. Même si on a tendance à l'oublier, à l'origine de la culture occidentale, on trouve des actes de désobéissance qui se cristallisent dans ces mythes fondateurs. Dans nombre de cosmogonies non occidentales, la fondation du genre humain passe également par des actes de rupture. Ainsi, dans la cosmologie, par exemple, Navajo, la figure du coyote associée à l'insubordination opère comme un agent provocateur produisant des ruptures, subvertissant ainsi régulièrement l'opposition classique entre l'ordre et le chaos. Ailleurs encore, cette figure s'apparente à celle de trickster, qui, dans plusieurs mythes amérindiens, océaniens et africains, fonctionne comme la projection du violateur rituel d'interdit, perturbateur de l'ordre civilisé. Dans la mythologie maya quiché, transmise par le Popol Vuh, cette espèce de texte fondateur de la culture maya, la jeune femme Ichkik
transgresse un interdit imposé par les seigneurs de Xibalba, ce qui donnera naissance justement au genre humain. Cependant, en matière juridique, on devrait attendre au XIXe siècle pour que la notion de désobéissance civile soit encadrée. En juillet 1846, Thoreau est incarcéré pour son refus de s'acquitter de 6 ans d'arriérés au fisc, parce qu'il ne veut pas verser 1 centime à un État qui permet la pratique de l'esclavage et s'engage dans un conflit armé avec le Mexique. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui ici dans les détails de cette histoire. Elle est surtout très longue et elle se déroule en fait sur plusieurs années jusqu'à la publication justement de son ouvrage Resistance to Civil Government qui est paru en 1849. C'est intéressant parce que le choix du terme résistance qui apparaît dans les titres permet en fait Thoreau de se démarquer des anarcho-pacifistes de l'époque appelés eux aussi les non-résistants. En ayant recours à la métaphore du gouvernement comme machine, Thoreau estime que le devoir du citoyen est de produire une espèce de contre-friction, autrement dit, une résistance au sens physique du terme, afin d'arrêter justement la machine, ou tout au moins de la freiner si nécessaire. Thoreau considère l'État au mieux comme un simple expédient envers lequel les individus n'ont aucune obligation car ils sont, et je les cite, d'abord des hommes avant d'être des sujets. À ce titre, ils ont donc le droit de faire à tout moment ce qu'ils pensent d'être juste. Après avoir donné ces quelques repères entre grandes lignes sur la désobéissance, permettez-moi de faire un grand saut dans les temps et de revenir justement à notre siècle, c'est-à-dire à notre présent. Car c'est à partir des années 2000 qu'on peut désormais constater la prédominance de ce que Michael Hart et Antonio Negri appellent l'ère de l'Empire mondial, où je le cite, « L'obstacle traditionnellement posé à la souveraineté par la nécessité de consentement, de la soumission et de la obéissance devient un adversaire actif inéluctable. » Ce constat constitue sans doute un nouveau défi à la désobéissance à l'échelle globale. George Didier Berman parlera en fait, pour décrire cette époque, d'un désir de désobéissance inédit, qui se dessine à l'échelle mondiale face aux injustices de toutes sortes. Le cyberespace devient le terrain privilégié de ces luttes qu'il convient de conquérir ou tout au moins de perturber dans ces manifestations hégémoniques, comme l'ont montré par exemple le mouvement de résistance des populations autochtones de Chiapas au Mexique. Par l'utilisation de nouveaux médias, les zapatistes ont inventé une nouvelle façon d'agir politiquement, visant à changer le monde sans pour autant prendre le pouvoir, ce qui deviendra un modèle pour d'autres expériences ultérieures de désobéissance politique dans le monde. Ce qu'il faudra retenir peut-être à ce stade, c'est que la désobéissance civile ne s'accommode pas au peut-être. L'alternative qu'elle ouvre est claire et sans ambiguïté. À la différence du simple geste de négation de l'enfant, la désobéissance civile est donc foncièrement affirmative. Et elle doit l'être, puisque c'est d'être de cette alternative justement qu'elle tire sa légitimité. Même dans sa négation, elle continue d'affirmer une autre vérité, une autre loi, une autre interprétation de la loi en vigueur. Et même si toute forme de désobéissance présente une part sensible qui concourt souvent à son efficacité, celle-ci n'est pas forcément essentielle à l'obtention du résultat politique recherché. Mais comment ces relations entre affirmation et négation se manifestent dans les champs de l'art? Est-ce qu'une œuvre d'art peut-elle faire acte de désobéissance? Parce que jusque-là, on parlait notamment des sujets, des individus. Poser ce genre de questions invite à démontrer deux choses. D'une part, que l'œuvre d'art n'est pas à considérer avant tout en tant qu'objet dont on éplucherait les caractéristiques formelles ou matérielles propres, mais qu'elle demande à être analysée du point de vue de son efficacité.
C'est à ce titre qu'une œuvre peut produire des effets comparables, jusqu'à un certain degré, à mon sens, aux actes de désobéissance politique. Peut-être trop modestement. On verra. D'autre part, pour qu'une œuvre trouve son efficacité dans une démarche que j'appelle une démarche de désobéissance artistique, encore faut-il qu'elle soit soumise à des contraintes, à des impératifs, à des injonctions auxquelles elle se soustrait, voire s'oppose, ou auxquelles elle peut potentiellement se soustraire et s'opposer. À ce stade, j'imagine que vous êtes en train de vous demander à quoi vont cette affaire d'injonction dans l'art contemporain. Peut-être avant de... Pardon. Ah non, je vais trop vite là. Je m'arrête là. Excusez-moi, normalement je travaille avec Mac et Dylan m'a un peu obligée à travailler justement avec les PC de... Donc j'étais très obéissante. Peut-être il faudrait remémorer un petit peu qu'est-ce que cela veut dire en fait une injonction pour entrer vraiment dans les vifs conceptuels de ces propositions. En fait, une injonction est un rappel à l'ordre ou à une pratique conforme aux attentes. Elle exige une forme d'obéissance. C'est Louis Althusser qui expliquait qu'une injonction n'exige nullement d'être explicite pour fonctionner justement efficacement. En ce que les sujets internalisent les attentes auxquelles ils sont exposés. La désobéissance à ce genre de normes implicites suppose donc déjà que les sujets soient conscients des attentes qui président à leur comportement. La subversion présuppose donc l'objectivation. Cette dimension d'internalisation inconsciente des injonctions dominantes a désormais gagné ses lettres de noblesse dans les sciences sociales, mais encore moins, il me semble, dans les champs de l'art. C'est donc dans les sillages des ouvrages de sociologie, des théories critiques et des théories postcoloniales, et aussi grâce à mon propre travail de commissaire d'exposition, j'ai constaté que loin d'inaugurer une époque de toutes les diversités et de toutes les libertés, comme on pourrait le croire, le processus de mondialisation soumet la création artistique à des injonctions. En fait, au-delà de l'injonction à l'indépendance que l'on peut faire remonter à la figure de l'artiste marginal du XIXe siècle, les motifs notamment de la différence, de la créativité et de la révolte ne s'adressent pas forcément contre les principes des régimes managériaux contemporains, mais qu'ils reprennent, au contraire, à leur compte, certaines de leurs déterminations les plus profondes aujourd'hui. Ainsi, l'artiste cesse d'être l'autre du travailleur capitaliste pour figurer au contraire son avant-garde, sa forme nouvelle et même la plus aboutie. Quant à l'œuvre d'art, elle se retrouve dans l'opposition d'un objet paradoxal, tel un champ traversé d'injonctions qui l'imprègnent autant qu'elle en joue. Il y a quelques semaines, à peine, donc c'était début avril, il me semble, Emma Lavigne, ancienne conservatrice en fait, au Musée national d'art moderne au Centre Pompidou, qui est aujourd'hui la directrice de la collection Pinault. On sait très bien de quoi on parle, sinon on irait bien au moment des questions, affirmait explicitement cette espèce d'injonction impossible, et je la cite, « L'art doit être un récit sans contrainte ». Elle a donné cette interview à l'Écho de la Bourse, justement, un quotidien belge. Alors, je vais essayer de rapidement donner quelques repères pour mieux expliciter comment chacune de ces trois injonctions que j'ai pu repérer au champ de l'art contemporain, il peut y en avoir d'autres, je me suis concentrée sur ces trois-là, qui pourraient justement apporter un éclairage sur les contraintes en fait, qui traversent la création artistique aujourd'hui et auxquelles l'art peut éventuellement, potentiellement, désobéir ou non. Donc la toute première, je l'appelle, voilà, je reprends pas mal des phrases qu'on peut retrouver autour de la question de l'injonction à la différence. Donc, distinct or extinct m'a beaucoup inspiré justement pour donner le nom à cette injonction. Bien évidemment, hein, c'est très ironique
J'en joue aussi. Vous allez voir, la théorie du jeu est vraiment centrale dans ma démarche. Donc, c'est apporter une part de non-sérieux est important aussi pour moi. Donc, on peut déceler les premières manifestations de l'injonction à la différence dans une certaine modernité occidentale de la fin du XIXe siècle. Dans ce contexte, l'artiste est considéré comme celui qui, depuis sa position de marginalité sociale dont on parlait tout à l'heure, et son refus des codes, peut se permettre d'étendre un miroir critique à la société, à la condition de respecter toutefois certaines limites. Dans le capitalisme tardif, la contrainte à la distinction se fait plus pressante, et il s'adresse au-delà des minorités de la bohème à tout un chacun. Elle est désormais au cœur de l'appareil productif. Les phénomènes du branding, du logo et des marques cessent d'être liés à une perpétuelle reproduction des mêmes modèles pour se situer, au contraire, du côté d'un renouvellement permanent et d'un démarquage. Pensons par exemple au Think Different d'Apple, qui datant de 1997 et cependant toujours tout à fait d'actualité. Pour réussir, il faut se démarquer, il faut faire la différence. Bourdieu faisait encore de la distinction une catégorie d'appartenance sociale et d'un capital symbolique. Aujourd'hui, la distinction est radicalement individualisée et elle génère du capital tout court. C'est dans un tel contexte de valorisation et de capitalisation de la différence qu'il faut comprendre les appels à la diversification qui ont caractérisé l'art contemporain depuis les années 90. Les politiques multiculturalistes ne font pas exception. Loin de contredire un capitalisme de la différenciation de l'offre, elles sont en vérité souvent compatibles avec celui-ci. Dans un tel contexte, on pourrait se poser quelques questions un peu incommodes. Par exemple, se pourrait-il que l'inclusion de la différence des artistes, et notamment de ce qu'on appelle aujourd'hui les artistes du Sud global, on y reviendra si vous voulez, au sein de ces réseaux dominants, ainsi que la mise en avant de leurs particularités répondent moins à une véritable logique de reconnaissance et de respect de l'autre qu'à une norme inédite, mais non moins impérieuse, l'injonction à la différence. Se pourrait-il que les fameux droits à la différence, invoqués comme une manière de résister à la homogénéité supposée de l'art occidental, soient en fait un mécanisme permettant de perpétuer une logique de l'identification au même? Le discours de l'ouverture à l'autre est profondément ambivalent. Tout en ouvrant une brèche dans la logique occidentale et en permettant effectivement l'entrée des cultures du Sud global dans les circuits des grands arts, ce qu'on appelle aujourd'hui les circuits dominants, l'ouverture à l'autre n'a pas automatiquement produit un changement de paradigme. L'exemple d'exposition paradigmatique en ce sens reste encore aujourd'hui Magicien de la Terre au Centre Pompidou et à la Villette en 1989. On constate aujourd'hui que l'injonction à la différence enferme de nombreux artistes dans des rôles qui semblent avoir été rédigés en avance. Contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, l'art global a produit de nouvelles assignations à résidence. C'est une nouvelle forme d'exotisme à peine voilée. On attend désormais de l'artiste qu'il fasse jouer sa différence. Pour schématiser, et excusez-moi pour la simplification, mais elle est importante et parfois nécessaire, l'artiste originaire d'Afrique subsaharienne doit créer des œuvres clairement reconnaissables comme africaines. Et encore faut-il se demander ce que cela veut dire. L'artiste du bassin amazonien doit créer de l'art appelant sa jungle natale, tandis que l'artiste aborigène d'Australie doit nécessairement utiliser les formes ethniques de l'art aborigène. Cette tendance est poursuivie dans les thématiques traitées. L'artiste colombien doit évoquer le narcotrafic. L'artiste palestinien doit consacrer son travail au conflit israélo-palestinien. Et le vidéaste congolais doit évoquer l'extraction des minerais dans les Katanga. Cette injonction à la différence contribue à délimiter les nouveaux discours acceptés dans le nouvel ordre mondial. En promouvant une politique inclusive, la nouvelle société multiculturelle occidentale, avec toutes ses promesses paradoxales de liberté et d'égalité, a parallèlement renouvelé sous une forme déplacée la soif d'exotisme.
Parallèlement à cette discussion autour de la différence, des politiques d'identité multiculturalistes consolidées notamment dans le monde anglo-saxon des années 90, une autre injonction fait également son entrée, celle à la créativité. Dans son ouvrage « The Invention of Creativity, Modern Society and the Culture of the New », le sociologue allemand Andreas Reflix, et je m'excuse pour les germanophones qui sont en salle pour la prononciation, explique comment l'injonction à la créativité incarne une double incitation qui comprend à la fois, et je le cite, le désir d'être créatif et l'impératif d'être créatif, les désirs subjectifs et les attentes sociales. Nous voulons être créatifs et nous devons être créatifs. Fin de la citation. Être créatif, donc, est synonyme d'un renouvellement, d'un ressourcement qui est à la fois un retour à soi et un dépassement de soi. Autrefois rattaché à une promesse d'émancipation, le dispositif de créativité devient plutôt une exigence au sein du capitalisme tardif. Des processus de production artistique et des modes de vie subculturels sont réappropriés par la publicité et l'urbanisme, comme vous le savez aujourd'hui, ainsi que par les industries créatives, pour promulguer le nouvel évangile qui consiste à faire de sa propre vie une espèce d'entreprise, forcément passionnante et toujours neuve, en tout cas inventive. Avec une économie de plus en plus basée sur l'activité du producteur créatif, chacun dans leur domaine, quelle est la place donc qui reste aux artistes? Les changements massifs de l'économie mondiale et des technologies de l'information ont eu un impact profond sur la création artistique. Des outils et des langages qui ont traditionnellement façonné les différents mouvements artistiques, notamment depuis le XXe siècle, sont devenus des compétences de base dans le monde de la publicité et des médias. D'une certaine façon, le travail des artistes est vu éclipsé par l'ampleur et la portée des industries créatives. Les artistes doivent donc être d'autant plus ingénieux que jamais lorsqu'il s'agit de percer le brouillard de la production culturelle. Pour comprendre comment l'art a pu être progressivement aspiré par ces courants, il faudrait remonter aux années 60 et 70. Bien sûr, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de retracer cette longue histoire, mais la créativité, je peux le dire, est venue marquer la direction dans laquelle l'être humain cherche aujourd'hui une espèce de plénitude, car elle demeure associée à des promesses inconditionnellement positives. C'est pour ces raisons que Stuart Hall, le théoricien des études culturelles, ne tient pas le concept de créativité pour opératoire, ces concepts ayant été détournés par les pratiques technologiques, commerciales et entrepreneuriales. Dans ces circonstances inédites, que reste-t-il à l'art? Contre les mythes de la créativité, désormais ubiquitaire, l'artiste se doit de réaffirmer sa radicalité, sa prétention à la distinction de ce qui se différencie. D'où la tendance à revenir à un projet peut-être subversif. Le 11 septembre 2001, après présenter un tournant vers une époque nouvelle, plus inquiète et mouvementée comme le décrivent Hart et Negri dans leur ouvrage Empire. Le début du millénaire est caractérisé par l'horizon des guerres inédites et des remises en question de souveraineté, des états d'exception et de la loi du plus fort qui met en péril les fondements de la démocratie. Mais elle est aussi marquée par une réponse sans précédent venant de la société civile, avec la formation de nouvelles organisations transnationales et des mouvements citoyens qui ont vu le jour aux quatre coins de la planète. La répression des manifestations anti-G8 à Gênes en 2001 a semblé donner raison à tous ceux qui voyaient dans la constitution de nouvelles formes de désobéissance civile une arme efficace contre la concentration du pouvoir. Les années suivantes, les contre-G8 se sont tenus à Porto Alegre, au Brésil, ont prouvé que c'était bien loin des métropoles occidentales que l'on tentait d'organiser la riposte. Des mouvements tels qu'Attaque ou les réseaux comme Indymedia ont proposé des réticulations transversales loin des centres de pouvoir habituels. Il faut bien rappeler les développements, mais aussi la crise d'une nouvelle idée fédératrice qui s'est présentée à l'époque sous le nom de l'artelmondialisme.
Plutôt que de nier les mouvements de mondialisation, il s'agit plutôt de les diriger vers d'autres directions pour un autre ordre du monde plus durable, équitable et juste. Cette intensification des gestes de contestation politique est allée de pair avec une intensification des gestes de contestation au sein de l'art contemporain. Face à la multiplication des catastrophes naturelles et humaines, du 11 septembre 2001 à Fukushima, de Katrina, l'ouragan, à la COVID-19, des figures inédites de l'activisme artistique émergent. Indignez-vous, ce succès des librairies phénoménales de 2010, que nous devons rescaper de camp de concentration Staffenhessel, s'explique sans doute par le fait qu'il rejoignait l'esprit du temps. Les indignations du nouveau millénaire ont eu des raisons multiples. Celles contre les oligopoles dénoncés par les mouvements altermondialistes, l'injustice économique, l'asymétrie entre Nord et Sud, les drames migratoires, la destruction des écosystèmes, la persistance, voire la montée du racisme, la subsistance des structures patriarcales, les réflexes xénophobes, et on pourrait ainsi citer d'autres. Les sociologues ont bien analysé cette renaissance des mouvements d'indignation et de révolte, au moins depuis le forum social du début des années 2000. Le développement de l'altermondialisme allait de pair avec le développement d'une esthétique altermondialiste, puisque le mouvement se cherchait non seulement de nouvelles figures de proue, musicales et littéraires, de Manusha au subcommandante Marcos, mais aussi une véritable esthétique de la contestation. Le refus des grandes marques s'est transformé à son tour en cri de ralliement. Les no-logos, le fameux ouvrage en fait, de Noémie Klein de 1999, devenaient une marque de fabrique. Un peu plus tard, et dans les sièges de la crise financière, c'est la remise en question des mécanismes de pouvoir économique qui prend le dessus, avec des mouvements comme Occupy Wall Street, qui développent également leur propre esthétique contestataire, pour ne rien dire des emprunts à la culture populaire. Depuis les masques de Guy Fawkes, adoptés par le mouvement Anonymous, au rictus terrifiant de Joker de Batman, utilisé par les manifestants au Chili et au Liban en 2019. L'appel à la révolte du 99%, propagé par les mouvements Occupy des États-Unis à Hong Kong, est largement repris par des efforts de communication esthétique et artistique. Ils n'ont pas hésité d'ailleurs à créer le Occupy Museum. Dans le sud de l'Europe, la dénonciation des politiques d'austérité issues de la crise de la dette souveraine, dont il y a de nouvelles formes de créativité et d'inventivité, comme ça a été le cas du mouvement 15M à la Plaza del Sol à Madrid, donc les Indignados. En France, c'est le mouvement des SAD, Zone à défendre, qui a suscité une grande créativité aussi dans des espaces et avec des médias différents. Au-delà de la Méditerranée, la dénonciation des structures autoritaires s'est faite jour avec les printemps arabes. Là aussi, les artistes ont joué un rôle prépondérant, comme a pu le montrer et le témoigner le collectif Abu Danar de Syrie. Il faut en outre mentionner la place grandissante des œuvres à charge politique par lesquelles des artistes documentent des situations d'injustice, des formes de répression ou encore des scandales écologiques. C'est l'artiste sud-africaine Dandy Famtambo qui s'habille en torero en 2009 et pénètre dans une arène vide pour dénoncer la violence coloniale et patriarcale. C'est Piotr Pawlenski qui s'est cloué le scrotum sur la place Rouge en 2013 pour arracher l'opinion politique russe à son apathie face aux dérives autoritaires de son gouvernement. C'est encore un Weiwei qui très bien en 2016 sur la plage turque où, une année plus tôt, gisait les corps sans vie de jeune Alan Kurdi. Une exposition telle qu'Astro Noise de Laura Poitras au Whitney Museum de New York en 2016, détaillant les systèmes de mise en écoute massif révélés par son ami Edward Snowden, n'avait pas seulement pour but d'informer, elle a produit aussi de l'indignation. Certains travaux de l'artiste Rita Steil vont dans le même sens, lequel dénonce avec Duty Free Art de 2007 le traitement préférentiel qui est donné aux œuvres d'art dans un circuit de transit mondialisé, tandis que les humains, les migrants, sont retenus aux frontières. À la Manifesta 12 de Palerme, Tania Bruguera, l'artiste cubaine, donnait de la visibilité aux citoyens de Nicemi en Sicile
qui se sont insurgés avec succès contre l'activation d'un méga satellite de surveillance installé par les États-Unis dans leur village. Plutôt que de vouloir mêler l'art et la vie, comme cela avait été le cas d'une grande partie de l'art participatif des années 90, il s'agit soudain d'utiliser l'art pour transformer la vie elle-même. L'art n'est plus pour certains artistes une affaire de contemplation, mais un engagement actif et un défi aux structures du pouvoir de la Banque mondiale au monde de l'art lui-même. En parallèle de ce processus de double complicité entre l'art et l'activisme, l'art porté d'une charge critique identifiable gagnait de plus en plus sa place dans les forums les plus importants du circuit international de l'art contemporain. L'art engagé, qui jusque-là était resté confiné aux marges du monde de l'art, a quitté son caractère alternatif pour venir occuper une place centrale dans ces forums. Du point de vue institutionnel, un nombre important d'événements et de publications placées sous les signes de la révolte ont également émergé. Pour ne citer que quelques-uns, lors de la Documenta, par exemple 13, le mouvement Occupy campait devant le siège principal à Kassel en septembre 2012. Et ça, avec l'accord explicite de sa directrice artistique Caroline Barkaïev. D'ailleurs, ils ont été aussi invités à la 7e Biennale de Berlin la même année. Dans ce contexte émergent de reconnaissance institutionnelle, des conférences internationales qui jusque-là avaient opéré en marge des circuits dominants de l'art contemporain sont également remontées à la surface. Ce fut le cas de Creative Taitsomi, qui, invité par les commissaires Oku et Wenser, a rejoint aussi la Biennale de Venise en 2015. Ces quelques exemples montrent comment l'art engagé, ainsi que les nouvelles formes d'artivisme, sont venus occuper une place centrale sur les devants de la scène. Soudain, des sommes d'argent considérables se sont trouvées consacrées à soutenir ces projets. Même la revue Art Freeze, propriétaire de la foire très connue à Londres, probablement l'acteur le plus important du marché de l'art contemporain aujourd'hui, a consacré une série de numéros depuis 2010 au rôle de l'art dans l'évolution de la société. Saisissant les nouvelles opportunités commerciales pour l'art contestataire, les maisons de vente aux enchères ont également commencé à lancer leurs signaux d'alerte, vous voyez sur la diapo justement Sotheby's, pour que leurs clients, donc des collectionneurs potentiels, puissent être au courant de l'arrivée d'une nouvelle vague d'art protestataire sur les marchés. Les collectionneurs privés et les marchés de l'art sont donc devenus les moteurs de visibilité de nouvelles formes d'art engagé. Comme le suggère Alberto Santamaria, il semblerait que les capitales aient eu besoin de l'art pour sonder la réalité sociale, pour les valoriser en tant que réalité politique et surtout pour les valoriser en tant que marchandises. Ainsi, le radicalisme et l'activisme artistique est venu s'insérer dans les stratégies de ce que Jaime Windel, à son tour, appelle l'activisme culturel néolibéral. En fait, l'activisme artistique apporte une aura de nouveauté à la collection, une nouveauté par ailleurs relativement bon marché, car les éléments issus des expériences d'activisme artistique, photographie et vidéo notamment, sont en principe plus accessibles que les œuvres des grands stars de l'art contemporain, accessibles du point de vue financier, je veux dire. C'est ainsi que la collection privée et les politiques d'acquisition des musées publics peuvent même être investies d'une espèce d'aura philanthropique, alors que les coupures budgétaires rendent le travail au sein de ces mêmes institutions extrêmement précaire. Bien sûr, ces mécanismes de captation ne sont pas nouveaux. Ils sont constitutifs de l'appareil de domination de ce que Luc Boltanski et Capello ont appelé le nouvel esprit du capitalisme. Faisant preuve d'un incontestable pouvoir de réajustement, celui-ci entame deux stratégies de survie, et je les cite, soit par le truchement d'une réponse frontale à la critique visant à l'apaiser en reconnaissant sa validité, soit par des tentatives de contournement et de transformation pour lui échapper sans y avoir pour autant avoir répondu. Fin de la citation. En ce sens, on pourrait gager qu'il devient de plus en plus difficile pour l'art
de déployer sa puissance subversive aujourd'hui, dans la mesure où la subversion elle-même est attendue. Comme le notait déjà Rainer Rochlitz dans son ouvrage de 1994, Subversion et subvention, je le cite, à la différence des époques prémodernes qui soumettaient l'artiste à la censure de leurs mécènes, à la différence aussi de l'époque moderne qui faisait de l'artiste émancipé et subversif la victime d'une société largement obtuse, l'époque contemporaine tente d'institutionnaliser la révolte et de faire coexister la subversion et la subvention. Cette nouvelle société qui prétend pacifier les conflits sociaux prétend aussi accepter l'anticonformisme systématique des arts émancipés. Elle devra alors apporter la preuve qu'elle n'a pas ouvert ses temples à un art insoumis dans le seul but de neutraliser les forces explosives. On était en 1994. Alors, ces trois injonctions que je viens de commenter en survol, donc l'injonction à la différence, l'injonction à la créativité et l'injonction à l'idée de révolte, imposent chacune de nouvelles règles, voire des contraintes inédites à l'art de notre temps. Le phénomène de la labellisation, la griffe, le logo, qui se déploie au cœur de l'appareil productif du capitalisme tardif, n'a pas épargné la figure de l'artiste. Au contraire. Poussé dans ses marges et ses retranchements, celui-ci doit régler ses comptes avec une logique marchande qui ne cesse d'accroître, mais aussi de diversifier son emprise, allant jusqu'à célébrer des niches de résistance en son sens pour mieux les valoriser ensuite. Il reste à savoir quelle puissance critique l'art peut encore déployer quand ses ressources habituelles sont souvent happées, absorbées et réinterprétées en dépit de tout par des intérêts marchands ou politiques. Comment désobéir un art sans que cette désobéissance ne confirme, malgré elle, celle-là même qu'elle conteste? La désobéissance peut-elle préserver cette part indomptée et incalculable dont témoigne l'insubordination de l'enfant qui dit non sans raison apparente? Ces questions interrogent directement la finalité de l'art et son efficacité. Si l'art désobéit, à quoi, où, comment désobéit-il, quand? J'aimerais par la suite, si vous me le permettez, bien évidemment, aborder ces questions à travers l'analyse de trois œuvres. Le travail du duo d'artistes Alor et Calzadilla permet de cerner la question de la désobéissance artistique à la fois par l'efficacité de l'œuvre d'art, c'est-à-dire sa fin, sa finalité, et par celle de limite intrinsèque de l'œuvre d'art, c'est-à-dire son caractère fini. Inscrits dans la tradition de l'art participatif, leur travail se déplace résolument vers les sphères sociales qui deviennent dès lors les lieux d'expérimentation, de réflexion et d'influence. Leurs préoccupations à propos de la participation du public au sein d'un dispositif artistique, ainsi que les potentiels critiques de cette participation, se trouvent au cœur de leur démarche. C'est le cas de Choc, Cré, un projet in situ de sculpture dans l'espace public exposé dans différentes villes au monde. Invité en 2002 à participer à la 3e Biennale ibéro-américaine de Lima, au Pérou, les artistes décident de présenter Choc à la place d'Armas, qui est le lieu central, en fait, de neuralgie de la capitale péruvienne. Pour vous donner quelques repères descriptifs sur le déroulement, justement, de cette œuvre in situ, au centre de la place, à midi, 24 cylindres blancs identiques, en apparence solides, ont été empilés en position horizontale. Chaque cylindre mesurait environ 20 par 160 cm et pesait 50 kg. L'impression de solidité est rapidement démentie. L'un des cylindres avait été traîné sur le sol sur plusieurs mètres, laissant une épaisse traînée blanche sur les revêtements en briques de la place. Répondant à l'invitation simple de la ligne originale tracée sur le sol, les passants commencent
à morceler les cylindres afin d'en extraire des morceaux de craie de tailles diverses. Bientôt, une série d'énormes marques calligraphiques apparaît sur les carrés, motifs géométriques non propres, déclarations d'amour. Chaque inscription érode davantage les contours géométriques de l'outil d'écriture ainsi que l'image ordonnée et symétrique du carré. À 13 heures, les caractères des inscriptions commencent à changer sensiblement. Lorsqu'un cortège d'employés publics récemment licenciés arrive sur la place pour présenter les revendications quotidiennes au gouvernement post-dictature d'Alejandro Toledo, commence à se placer aussi autour de cylindres. Pendant l'heure qui suit, la place devient un immense tableau noir avec une multitude de corps qui s'activent et coopèrent pour soulever, extraire des morceaux de cylindres imposants et utiliser ces craies géantes peu maniables dans le but de faire connaître leurs revendications, marquer la mémoire de leurs morts et récupérer l'espace de la place pour El Pueblo. Parmi les inscriptions figuraient par exemple les slogans « Viva los derechos », « Vive les droits ». À 14 heures, la police en émeute est envoyée sur la place. Bon, ça a commencé à midi. Les forces de l'ordre rassemblent les fragments des craies survivants en plusieurs tas, qu'ils encerclent afin d'en interdire l'appropriation. Ils en empêchent l'accès aux manifestants et aux autres personnes présentes sur la place. En quelques minutes, les morceaux des craies morcelés sont ensuite chargés à l'arrière d'un camion du gouvernement et disparaissent complètement. Enfin, une équipe de nettoyage arrive avec de l'eau et des brosses à récurer, faisant disparaître du sol de la place toute trace de l'événement. Donc, il ne subsiste plus que des photographies et des vidéos prises au cours justement de ces 2 heures. Alors, est-ce qu'on peut considérer la séquence complexe d'actions et de réactions que je viens de vous décrire comme une œuvre d'art? Si oui, par quels moyens et dans quel but? S'agit-il d'une sculpture, d'une installation environnementale, d'une performance ou d'un simple document photographique, puisqu'en fait, c'est finalement les images qui circulent? Quels sont ses confins? Qu'est-ce qui la sépare du champ spatio-temporel et socio-spatial, justement, dans lequel elle a eu lieu? Ce sont quelques-unes des questions que cette œuvre a suscitées, en fait, chez moi depuis ma découverte. Pour y répondre, il me semble important de rappeler les contextes peut-être du Pérou et de cette place au moment où l'œuvre, en fait, a été montrée. Au Pérou, au XXIe siècle, a débuté avec la fin de la dictature d'Alberto Fujimori, qui était au pouvoir depuis 1992 et dont son gouvernement arrive à la fin en 2000. Ça marque aussi la fin du conflit armé qui avait commencé en 1980. Ce dernier avait coïncidé avec les premières élections démocratiques succédant à une dictature militaire de 12 ans, de 1968 à 1980, et à l'assaut militaire mené contre l'État par des groupes de guérillas, Sendero Luminoso notamment, et le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru. Cette guerre, la plus sanglante de l'histoire du Pérou, a fait près de 70 000 morts. Des crimes et des violations massives des droits de l'homme ont été commis pendant la dictature de Fujimori. En 2000, la démission du gouvernement n'a pas représenté un changement fondamental au sein de la société péruvienne. Au contraire, la transition démocratique s'est plutôt orientée vers l'intensification des réformes néolibérales et l'extrême violence du conflit interne a été traitée comme un épisode à peine singulier et anormal de l'histoire péruvienne et comme une espèce d'exception honteuse dans une trajectoire nationale plutôt, par ailleurs, pacifique. Là, j'étais en train de citer en fait un texte officiel sur ces passages de l'histoire du Pérou. En revanche, on a pu découvrir de toute évidence des liens cruciaux entre l'horreur du conflit, la croissance et la désintégration humaine rapide et incontrôlée, et l'essor de l'économie informelle qui succède sans solution de continuité aux épisodes brutaux des 2 décennies précédentes. La Plaza de Armas de Lima, où a été installée l'œuvre d'Alore Calzadilla,
abrite la plus ancienne cathédrale baroque du Pérou, ainsi que les palais du gouvernement de style néoclassique. Elle célèbre en quelque sorte la traditionnelle alliance des traditions des sobres et des goupillons omniprésentes dans l'Amérique latine, des traditions chrétiennes. À la fin des années 90, la place a suivi un processus de revitalisation et de restauration dans le cadre d'une campagne officielle visant à mettre en valeur l'unicité culturelle, historique et architecturale du centre historique de Lima. La recherche maniaque d'une image idéale de Lima s'est transformée en politique visant à positionner la capitale comme un hub moderne, attractif et compétitif au sein des réseaux de l'économie néolibérale mondiale. Comme pour d'autres pays latino-américains, une époque s'inaugure, celle d'une nouvelle idéologie des prescriptions macroéconomiques du marché libre, concoctée par les départements du Trésor et le Fonds monétaire international à Washington, qui embrassaient les élites en fait du Sud. En conséquence, de nombreux petits boulots, emplois ont disparu et un nombre inconsidérable de travailleurs ont été jetés à la rue sans aucun droit au chômage. Le climat social est devenu très tendu avec des mobilisations régulières justement sur la Plaza de Armas. C'est dans ce climat que la Biennale ibéro-américaine de Lima avait été lancée comme un projet destiné à insérer la ville et sa scène artistique dans les réseaux mondiaux de circulation de l'art à l'échelle globale. Les bâtons de grès déposés au milieu de la place et la réaction que leur présence dans l'espace public a générée ont contribué à rendre visible la crise de légitimité des instances de l'État et de la société péruvienne. Au lieu de célébrer les modèles d'autorité des espaces historiques monumentaux que l'État péruvien avait récemment restaurés et esthétiquement réinventés. L'impératif de la gestion de l'image urbaine, sous-tendu par les parrainages étatiques de cette biennale, constituait une dimension importante de la spécificité du site, site specificity, auquel les artistes s'adressaient dans le cadre de cette œuvre. À cette occasion, les bâtons de craie blanche, cet objet d'école si commun, s'est trouvé altéré par son échelle monumentale, à la manière des objets hypertrophiques de Klaus Oldenburg. Cependant, les échanges de règles avec Schock. Alors que les sculptures de Oldenburg mettent en œuvre une défonctionnalisation des objets quotidiens, Schock propose, en revanche, la refonctionnalisation de la sculpture en tant qu'objet déployant sa valeur d'usage. En laissant jouer les visiteurs de la Biennale ainsi que les passants qui empruntent la place d'Armas à midi, avec des craies monumentales, Schock opère pendant 2 heures un changement de règles régnantes qui débouche potentiellement sur un transfert de pouvoir et de contrôle opéré sur une œuvre provisoire par définition. Au-delà des objets sculpturaux, c'est une autre figure qui émerge alors de la Plaza de Armas, celle du peuple en tant que lieu lui-même explicite du conflit. À la fois substance géologique et outil d'écriture, la craie peut être vécue comme un lieu d'entropie où les cylindres monumentaux s'érodent jusqu'à les ruines et comme un lieu d'échanges sociaux et politiques complexes et ambigus. Dans une scène remarquable firmée par les artistes, on voit par exemple les policiers rassembler maladroitement en tas les plus gros fragments de craie qui ont survécu, puis les protéger afin d'empêcher les manifestants de les utiliser davantage. L'œuvre d'art qui était en cours d'élaboration a donc été stoppée net dans un acte de contrainte spatiale, d'irruption temporelle et de sanctions légales, où les procédures sculpturales post-minimalistes et les principes démocratiques ont été simultanément répudiés. Les images d'une équipe de nettoyage qui débarrasse la place des empreintes de Schock sont tout aussi saisissantes. Elles traduisent littéralement l'idée de Henri Lefebvre, selon laquelle les espaces monumentaux ne peuvent conserver leur aura d'autorité que par des gestes d'effacement. Dans cette optique, nous pourrions penser à la désobéissance artistique de Schock comme un jeu de dispositifs sans fin. Loin d'initier un moment de communication transparente, les craies demeurent au contraire anonymes et muettes. Leur silence ne s'adresse à personne en particulier ou en général.
Les dispositifs apprêtés par les artistes préparent le terrain pour un événement linguistique excessif qui pourrait potentiellement figurer ce que Claude Lefort appelle un lieu vide de la société démocratique, c'est-à-dire un exercice soumis à la procédure d'une remise en jeu périodique. La naturalisation clivante de l'ordre politico-économique est un des phénomènes éminemment actuels auxquels les artistes contemporains, sensibles aux injonctions économiques de la mondialisation, se confrontent aussi. L'artiste espagnol Santiago Sierra affronte ces questions, telles qu'elles s'exhibent sous l'aspect du visible et de l'invisible. Le jeu d'opération développé notamment dans la série Acciones Remuneradas me permet de repenser la relation inextricable que le monde de l'art entretient avec les formes d'exploitation et la division du travail aujourd'hui. Acciones Remuneradas consiste en de répétitions monotones d'une même opération d'apparence ludique. Une personne ou un groupe de personnes sont engagées par l'intermédiaire d'une agence pour effectuer une tâche spécifique sans aucune utilité sociale en apparence. Les tâches sont de nature diverse. Par exemple, répéter sans arrêt la même phrase, porter des objets, se tenir à l'intérieur d'une boîte, rester debout pendant des heures à fixer un mur, se masturber ou se faire tatouer, raser, teindre les cheveux, etc., etc. La rémunération proposée est ajustée au minimum légal en fonction de la grille de salaire locale et du niveau scolaire des participants. Afin de prouver que les mécanismes d'embauche et des prestations de services se sont déroulés conformément aux normes locales. L'action est toujours documentée sur des vidéos et sur des photographies en noir et blanc qui circulent a posteriori à travers les circuits d'institutions et du marché de l'art. Sierra soutient que, comme n'importe quel autre employeur, il tire profit du travail effectué par les autres. Dans la veine de la tradition de la critique institutionnelle, il évite toutefois les aspects affirmatifs d'une grande partie de l'art participatif. Les jeux ne consistent donc pas à dénoncer une situation injuste, déjà bien connue et critiquée à plusieurs reprises par d'autres artistes, mais de la prendre comme point de départ pour opérer une superposition qui peut contribuer au démantèlement des mécanismes traditionnels d'identification. Certains critiques considèrent qu'une telle opération ne laisse aucune place à la métaphore ou à l'illusion, les stratégies fondamentales de la création artistique. Ici, c'est plutôt une sorte de littéralisme, pris au sens défini par l'historien et critique d'art Michel Fried, qui s'impose comme règle de jeu. Mais c'est précisément la littéralité de la mise en scène qui rend si difficile l'obtention d'un consensus autour du travail de Santiago Sierra. D'un côté, il y a ceux qui y voient une critique du monde capitalisme néolibéral, et de l'autre, ceux qui n'y voient que la simple reproduction, justement, des propres modes d'exploitation de ces derniers. Les premiers défendront les caractères profondément politiques et engagés de son travail, tandis que les seconds les taxeront de cyniques et les jugeront éthiquement répréhensibles. Mais en quoi consiste-t-elle la littéralité dans Acciones Remuneradas et quel est son rapport justement à la désobéissance artistique? J'essaierai de répondre justement à ces questions en vous présentant une de ses œuvres à l'intérieur de cette série. Elle s'appelle Ocho personas remuneradas para permanecer en el interior de cajas de carton, dont la traduction serait 8 personnes rémunérées pour rester à l'intérieur de boîtes de carton. Nous sommes en août 1999, dans la banlieue industrielle de Guatemala City. En arrivant dans la salle d'exposition, le public découvre 8 cartons d'emballage, répartis de manière équidistante sur le sol de l'espace d'exposition. Le cartel développé de l'œuvre est placé en fin de parcours et le public n'y a pas accès qu'à la fin de sa visite. En lisant enfin le titre de l'œuvre, l'on découvre ce qui était donné à voir allait bien au-delà d'un banal assemblage de cartons d'emballage. Il s'agit en réalité d'une installation performative effectuée par des êtres humains dissimulés à l'intérieur de boîtes en carton et par conséquence invisibles aux spectateurs.
Pour parvenir à ces fins, Sierra avait lancé un appel d'offres cherchant à recruter des travailleurs précaires qui seraient prêts à rester assis et cachés à l'intérieur d'une boîte pendant 4 heures, en échange de 5 quetzales, environ 8 € à l'époque. L'invisibilisation des corps réels au public du monde de l'art contemporain devait fonctionner comme une parabole de leur invisibilisation sociale. Cependant, l'absence de corps visibles n'effaçait pas leur présence indicielle sous les dispositifs d'installation, c'est-à-dire les boîtes de carton d'emballage. En mettant en scène et en filmant la présence négative des corps, Santiago Sierra relève les défis esthétiques et politiques de la présentation et de la représentation de la part d'humanité, depuis toujours anonyme parce que socialement exclue. La récurrence de la forme du polyèdre n'est pas vaine. Le cube n'est pas une surface neutre, mais il instaure des formes inédites de pouvoir et de contrôle qui deviennent visibles grâce à l'asepsie du white cube, de la galerie ou des musées où la performance a lieu. Jouant de la charge idéologico-esthétique du polyèdre si souvent convoqué par l'art minimaliste, Sierra institue de nouvelles règles de représentation qui nous confrontent en double vide. D'une part, si la pièce est à l'abandon, c'est qu'elle semble avoir été désertée comme après un déménagement hâtif. D'autre part, bien que sa forme simplifiée augmente la visibilité du matériau, celle-ci s'instaure comme l'enveloppe triviale du creux qu'elle occupe. Ainsi, le cube parvient à montrer les rapports ambigus que l'art entretient avec l'inaccessibilité et l'irreprésentabilité des corps réels. J'ai mis les liens de la vidéo, je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps, elle dure 20 minutes et il est déjà 12h15. Mais je vous invite vraiment à la découvrir justement sur le site web de l'artiste. Elle est vraiment saisissante, notamment par rapport aux réactions du public une fois qu'il découvre les cartels des lèvres. Alors, comme vous pouvez le remarquer, Sierra flirte avec cet extérieur accordé qui produit à son tour un intérieur dissimulé, où les présupposés « ce que vous voyez et ce que vous voyez », what you see is what you see, selon la maxime justement de l'artiste Frank Stella, fait apparaître ce qui nous échappe complètement, mais qui n'en demeure pas moins impertinemment là. Pour saisir l'épaisseur réflexive de cette œuvre qui s'aventure un peu plus loin dans la direction indiquée par les boîtes de savon Brillo, exposées par Warhol en 1964, on pourrait dire que tandis que les boîtes Brillo mettaient à nu l'indifférence problématique entre l'œuvre d'art et la marchandise, en exposant celle-ci de l'extérieur, Santiago Sierra dévoile les secrets des métamorphoses de la marchandise en nous invitant à l'explorer justement de l'intérieur. C'est le travailleur lui-même qui devient marchandise lorsqu'il vend sa force de travail social anonyme égalisée dans sa valeur d'échange sur les marchés capitalistes. Sierra prend au mot la phrase de Karl Marx lorsque celui-ci s'interroge rhétoriquement. Les marchandises diraient si elles pouvaient parler. C'est à la condition de soulever les boîtes de carton indistantes et quelconques que l'on découvre la marchandise individuelle et vivante qu'elle dissimule. Quelques années plus tard, lorsqu'en 2000, l'installation de Sierra a été réactivée au Kunstwerk Institut à Berlin, les critiques d'art les plus avertis n'ont pas remarqué que les gardiens de centres d'art étaient payés au même taux que les personnes à l'intérieur de boîtes de carton. C'est justement la désidentification des participants qui fait tomber les voiles sur la prétendue fiction et supériorité morale de l'art. Les créateurs, les conservateurs, les collectionneurs et les espaces d'exposition sont présentés comme de simples rouages d'une machinerie qui n'a plus aucune autonomie, qui répond souvent aux exigences géopolitiques du marché. En effet, si le jugement éthique prévale, ce n'est pas parce que certains éléments peuvent être jugés comme faisant partie de la réalité, mais plutôt parce qu'ils font partie, justement, d'une œuvre d'art. Le jeu des obéissants d'actions apparaît alors comme une réalité dans une relation d'exclusion avec l'art.
Son efficacité réside précisément dans la mise en scène du conflit entre l'extériorité produite par les formes minimalistes, la réalité des travailleurs engagés et l'expérience esthétique du récepteur. L'œuvre finit par pervertir ces relations en mettant en avant l'incommensurabilité subjective qui les sépare. Montrer activement cette défaillance, c'est-à-dire réaliser de manière palpable l'aliénation du travailleur et du récepteur. C'est précisément ce mimétisme qui est éthiquement dérangeant, mais que l'œuvre ne peut pas forcément résoudre. Il reste à nous, justement, la délibération ultime. Même si la situation diffère à chaque fois, les œuvres que je viens de vous présenter opèrent globalement dans des contextes issus de modèles de gouvernance libérale et démocratique, même si, comme on le sait, ils sont assez défaillants. Il me semble toutefois important de penser la désobéissance artistique aussi dans des territoires sous régime autoritaire. Le cas qui m'est le plus proche, pour ceux qui ne le savent pas, mais Frédéric l'a dit au début, c'est celui de Cuba, où je suis née et j'ai grandi. Cuba a connu une révolution en 1959, dont le régime est parvenu à institutionnaliser cet événement fondateur depuis 63 ans. Je n'aurai pas le temps ici de retracer en détail l'histoire des relations complexes entre l'État et les artistes habitant à Cuba. Il convient au minimum de rappeler que cette histoire a été ponctuée par des moments d'ouverture et de censure qui ont durablement marqué les esprits des artistes sur l'archipel. Je pourrais peut-être, pour donner quelques exemples, citer par exemple l'affaire PM en 1961, l'affaire Padilla en 1971 et plus récemment l'affaire du Movimiento San Isidro depuis 2020. L'affaire PM est pour moi un moment qui a marqué vraiment les débuts en fait, de la politique d'État, la politique culturelle de l'État. Et j'aimerais bien revenir à ce moment parce qu'en 1961, au moment où il a lieu, cette affaire se clôture en fait avec la convocation des intellectuels cubains qui avaient protesté contre l'interdiction en fait, de ces documentaires. Pour une explication serrée qui a eu à porte fermée à la Bibliothèque nationale avec Fidel Castro. Entré dans l'histoire sous la dénomination de Palabras a los intelectuales, discours aux intellectuels, ce discours définit le programme artistique au service exclusif de la révolution telle qu'elle était entendue par Fidel Castro, auquel les artistes cubains ne pouvaient en aucun cas déroger. C'est avec ces programmes, et je cite les mots de clôture de Fidel, avec un pistolet sur la table, à l'intérieur de la Révolution, tout est permis. En dehors de la Révolution, rien n'est autorisé. C'est avec ces mots, en fait, que les artistes cubains n'ont cessé de ruser et de se confronter depuis lors. Ils empruntent souvent, donc, la voie du détournement, de l'humour, de l'ironie et du jeu décalé. C'est dans ce cadre que je souhaiterais vous présenter une dernière série d'œuvres, cette fois de l'artiste Reiner Leiva Novo. Pour Novo, il s'agit de petits exercices de souveraineté, c'est comme ça qu'il les appelle, visant à dérégler les discours normatifs de l'État et mettant à l'épreuve des figures d'autorité dans un pays comme Cuba. En abordant l'histoire à la fois en majuscule et en minuscule, Novo confronte les récits hégémoniques de l'État avec la mémoire individuelle de chaque citoyen. Pour le faire, l'artiste s'empare du logiciel Ink, créé par un ingénieur en cybernétique cubain, qui permet de mesurer la quantité d'encre utilisée dans la fabrication d'un ouvrage imprimé. Travaillant sur des données numérisées, l'outil permet même d'estimer avec précision le poids de l'encre et la surface totale qu'elle occupe dans des textes imprimés. C'est ce curieux système de poids et de mesures que Novo emploie pour transformer n'importe quel texte en forme visuelle abstraite. Il se livrera à cet exercice notamment dans la série El peso de l'historia, le poids de l'histoire. Sous forme de rectangle,
d'imprimerie, l'encre est directement répandue sur le mur de l'espace d'exposition. Au lieu de faire le choix d'une représentation mimétique, de l'objet livre ou de l'objet texte, l'artiste réinterprète ce qui lui échappe pour expérimenter les caractères insaisissables des textes qu'il a retenus. Comme vous le savez, le monochrome est un genre qui a une longue tradition dans l'histoire de l'art, surtout à partir de sa avant-garde au XXe siècle. Ce sont les artistes abstraits russes qui ont été les premiers à explorer les potentiels politiques de l'abstraction et plus particulièrement du monochrome géométrique. Le monochrome, en tant que forme, est en effet le signe d'une crise de la représentation qui conduit finalement à la destruction et à l'abandon de la forme traditionnelle de la peinture. Cet héritage iconoclaste est également présent dans Il peso de l'Historia. Bien qu'il ne s'agisse plus ici de questionner les limites de la représentation ou l'essence de la transcendance en peinture, cette série redouble cet écart représentatif ayant vocation à se diluer sur la surface murale. Cet écart s'intensifie dans Nueve Leyes, 9 lois, l'une des 3 œuvres à l'intérieur de cette série. Ici, l'artiste montre ce qui semble se réduire à 9 feuilles de papier noir de tailles différentes. Le procédé est le même. Chaque monochrome est composé de la quantité exacte d'encre utilisée pour l'impression des textes correspondants. Il s'agit cette fois-ci de 9 lois cubaines publiées dans la Gazette officielle entre 1959 et aujourd'hui. La crise de la représentation dans cette œuvre, je vous ai mis un peu un descriptif en fait, de chacune des lois, je n'aurai pas le temps de les détailler, mais voilà, vous pouvez lire. La crise de la représentation dans cette œuvre se manifeste non pas par le renoncement au cadre, ni par l'application directe de pigments sur les murs, mais plutôt par la surface qu'occupe chaque monochrome sur les murs. La différence de surface décroissante montre les contradictions entre un discours étatique révolutionnaire des tendances dogmatiques d'une part et son érosion progressive dans des formes de législation de plus en plus libérales d'autre part. En établissant une ligne chronologique, l'œuvre joue sur les échelles des valeurs défendues à chaque étape de la révolution cubaine, alors que le discours officiel et sa rhétorique s'est maintenu tout le long du temps comme les mêmes. Elle se clôture en fait avec la loi de 2014 sur les investissements étrangers. Celle-ci en particulier, cette loi, signalait un revirement de grande ampleur dans les discours révolutionnaires traditionnels cubains. Cette loi finissait par autoriser celle-là même qu'elle avait commencé à interdire presque 60 ans auparavant, notamment par rapport à la 3e loi. L'abstraction de la rhétorique d'une loi est réinventée ainsi par la liberté de la forme artistique. Un silence visuel se produit certes, qui ne pointe pas forcément un effacement, mais plutôt la latence d'un réel, toujours en réinvention. En ce sens, le rien ou l'isolement en apparence du réel, souvent provoqué par l'abstraction, se transforme plutôt en soustraction, c'est-à-dire en l'impertinente exposition d'un réel, comme dans le cas des acciones remuneradas de Sierra, cette espèce d'impertinent déjà là. Lorsque Novo réussit les tours de force qui consistent à réduire un opuscule politique ou un texte de loi, objet à première vue le plus éloigné possible d'une œuvre d'art, un rectangle d'encre noire apposé sur un mur, on assiste à une opération quasi alchimique qui transforme le plomb de l'imprimerie en carré noir artistique. Traditionnellement, c'est au texte, aux commentaires, au discours qu'on a recours afin d'expliquer les aspects d'une œuvre d'art que celle-ci se résisterait à mettre en évidence par elle-même. Novo renverse le sens de ces termes opposés. Avec lui, c'est l'œuvre d'art qui nous fait découvrir l'aspect caché d'un texte canonique à la manière d'un mystère exposé en pleine lumière, alors même que ce texte, surtout lorsqu'il s'agit d'un texte de loi, prétend être parfaitement transparent. Le fait que ces mystères dévoilés en pleine lumière nous apparaissent sous la forme d'un quadrilatère noir ne fait qu'ajouter à l'ironie, justement, de l'opération.
Alors, pour ne pas conclure, on peut voir que les 3 œuvres en fait, que je vous ai présentées ce matin mettent les jeux au cœur de leur démarche désobéissante. C'est ce jeu qui permet d'introduire le mode opératoire de la désobéissance artistique, ainsi que ses différentes déclinaisons sur lesquelles je n'ai pas pu vraiment revenir en détail. À partir du moment où l'art échappe à la logique des moyens mis au service d'une fin, il me semble qu'il n'est pas interdit de le définir comme un jeu, c'est-à-dire comme une activité se prenant elle-même pour sa propre fin. Dans Enfin sa histoire, Agamben découvre une vertu au jeu qu'il examine dans ses rapports avec les rites et l'histoire. Pour lui, le jeu ne fait pas que renverser les relations entre fin et moyen dans l'activité humaine productive. Il renverse aussi nos rapports au calendrier et au temps. Je les cite, « Les rites fixent et structurent les calendriers des jeux, au contraire, même si nous ignorons encore comment et pourquoi, l'altèrent et le détruit. » J'aimerais tenter, sans forcer l'argumentation d'Agamben, de rapprocher ce qu'il dit du jeu de ce qu'il dit du désœuvrement. Agamben observe en effet que la praxis proprement humaine est celle qui, désœuvrant les œuvres et fonctions spécifiques du vivant, les fait, pour ainsi dire, tourner à vide et, de cette manière, les ouvre au possible. Contemplation et désœuvrement sont, en ce sens, les opérateurs métaphysiques de l'anthropogénèse qui libèrent l'homme vivant de tout destin biologique ou social et de toute tâche prédéterminée, les rendent disponibles pour cette absence d'œuvres particulières que nous avons l'habitude d'appeler politique et art. Politique et art ne sont pas des tâches, mais simplement des œuvres. Elles n'ont plutôt les dimensions dans lesquelles les opérations linguistiques et corporelles, matérielles et immatérielles, biologiques et sociales, se trouvent désactivées et contemplées en tant que telles. Cette intrication intime entre l'art et les jeux me permet de distinguer plus clairement ces deux activités de la désobéissance civile. Celle-ci se distingue du jeu par son sérieux et son respect de l'écart entre la fin et les moyens, comme je disais au tout début de ma présentation. Les actes de désobéissance civile sont en effet clairement des moyens qui se mettent au service d'une fin supérieure, telle que la modification, par exemple, d'une loi inique. La désobéissance artistique, en revanche, est un jeu dans lequel la fin et les moyens se confondent. Ce jeu peut être parfaitement gratuit, mais il peut aussi être malin. Et le terme mischievous en anglais, qui est intraduisible en fait en français, pourrait tout à fait être employé ici. Malin avec ce que celui-ci connote de désobéissance en fait. De manière générale, je trouve que la désobéissance artistique est de nature plutôt joyeuse, en opposition à la nature sérieuse de la désobéissance civile, qui est due à son respect de la hiérarchie entre la fin et les moyens, et donc éventuellement plus subversive, même si son efficacité politique n'a rien d'assuré. De même que Walter Benjamin discernait dans l'aura de l'œuvre d'art les signes qui nous rapprochaient d'un lointain perdu et enfoui à jamais, il me plaît de deviner dans la désobéissance de l'œuvre d'art l'écho très lointain d'un premier geste de défi humain qui perdure encore pour le plaisir et l'étonnement de ceux qui parviennent à l'accueillir. Muchas gracias. Merci infiniment, Sarah. Les images, c'est pour le pique-nique qu'on fait après? Ah, c'est super. Je prépare la suite. Magnifique. Bon, je suis certain qu'il y a déjà plein de questions dans la salle. Bon, pour laisser le temps qu'elle se formule. Vraiment, merci infiniment pour la densité et la clarté à la fois de tout le parcours. J'étais pendant toute une partie intrigué un peu concernant les trois injonctions que tu as pointées. Distinction, créativité et injonction à la révolte. Idée de révolte.
Ah voilà, c'est ça, oui. Injonction à l'idée de révolte. Ça, c'est très important. Voilà, ouais. Oui, parce que je me disais, ok, je vois très bien l'injonction néo-managériale à la créativité et à la singularité distinctive. Voilà, enfin, Boltanski, Capello, Pierre-Michel Menger après, et puis c'est ce qu'on voit partout. Et je m'interrogeais tout en voyant le bien fondé total des analyses que tu faisais sur le fait que l'art engagé ou documentant des injustices est aussi devenu un produit sur le marché, valorisé, tout en voyant ce que tu voulais dire. Je m'interrogeais sur comment ça allait fonctionner la désobéissance après, s'il s'agissait de désobéir à l'injonction à la révolte, donc il fallait devenir hyper conformiste. Enfin, donc il y a ce premier point, c'est à l'idée de révolte. Qui n'est pas tout à fait la même chose, en effet. Tout à fait, oui, et puis parce que l'injonction à la révolte de la part des institutions artistiques, c'est en général des révoltes parfaitement inoffensives et en image ou en représentation. Mais donc, il y a ce premier point que tu as noté, l'idée de révolte ou l'image de la révolte. Et la manière dont, pour moi, cette question que je me posais s'est résolue vers la fin, vraiment, c'est quand tu réintroduis le jeu comme spécificité de cette désobéissance artistique. C'est-à-dire que dans cette mesure-là, il y a aussi un surcroît de liberté et de pas de côté qui fait que même lorsqu'on est dans une démarche qui se donne des objectifs politiques aussi, on est à côté des injonctions institutionnelles à l'engagement, l'idée de révolte, qui changeront sans doute bientôt aussi. Mais bon, voilà. Donc je trouvais ça magnifique parce que en t'écoutant, j'arrêtais pas de me poser des questions auxquelles tu répondais 5 minutes après. Et merci aussi beaucoup pour les 3 œuvres que tu m'as fait découvrir que je ne connaissais pas. Merci Frédéric pour ton commentaire et pour pointer certains moments de la communication qui étaient longs. Je suis désolée, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à partager. Et c'était la première fois en fait que j'avais l'occasion de présenter mes travaux ici à Turbulence, à AMU, au sein de notre laboratoire. Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire. Et donc ça a été un peu l'embarras du choix parce que il fallait quand même définir ce que je vous partage d'une façon assez claire et cohérente pour que vous sortiez de cette salle avec des idées claires, précises et des images aussi en tête. Mais je suis désolée de vous avoir un petit peu, posé un cadre aussi sombre. Dans le sens, parce que c'est parti sous l'injonction, elle est quand même assez lourde. J'étais moi-même confrontée en tant que commissaire pendant de longues années, et c'est toujours le cas. Jusqu'à la Biennale de Kinshasa, on était confrontés à ces genres d'injonctions pour la construction de cette biennale, notamment dans la relation Nord-Sud. On pourrait venir dans les détails si vous le désirez, mais mon approche, en tout cas, mon pas de côté par rapport à la désobéissance civile m'a permis enfin de trouver une espèce de brèche utopique, peut-être, mais qui pourrait éventuellement refonder en fait la puissance ou le potentiel critique en fait de l'œuvre d'art, mais par d'autres moyens qui ne sont pas aussi explicites et visibles en fait de premier abord, comme c'est le cas en fait de, bien évidemment, une manifestation, un point levé. Et c'est là aussi où la conjonction que tu fais à la fin entre le jeu et le désœuvrement à partir d'Agamben est fondamentale de ce point de vue-là. Parce que là, pour le coup, avec le désœuvrement, on échappe aux injonctions institutionnelles du marché, ou des institutions d'État. Ouais, j'aurais pu dire plus de choses davantage. Ça mériterait peut-être un focus plus particulier parce que là, je me suis focalisée quand même sur deux sources qui sont plus connues en Europe, mais il y a tout un travail aussi à partir des approches décoloniales et postcoloniales qui fait partie de ce travail, notamment en m'inspirant des chercheurs, des philosophes latino-américains qui ont beaucoup travaillé sur la question du désœuvrement, mais plutôt à partir du rire, du jeu de mots.
Et tout ça a contribué en fait à former, à construire mon petit appareillage conceptuel qui reste, encore une fois, je le répète, un outil de travail voilà, sur lequel je mets les mains tous les jours et qui me hante parfois même la nuit. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. J'en profite pour poser 2, peut-être même 3 questions et je m'excuse tout d'abord parce que je sais que toi tu parles des œuvres d'art et mes questions elles portent plutôt sur les concepts. La première question concerne la notion, le concept des différences, l'ironie et jeu. Ça m'a fait penser à Derrida et le jeu avec différence et les rapports avec l'ironie aussi, l'ironie au sens l'ironie romantique, romantisme. Donc je me demande et je te demande si là on voit aussi un rapport entre disons postmodernité et romantisme, si on prend en compte la différence jeu et l'ironie. Et si ça, peut-être avec Derrida, ça présente un intérêt. Ma deuxième question concerne ce mythe de la créativité d'Ereckwitz. Et je me suis demandé, d'autres fois, ça porte plutôt sur la tradition, s'il y a un rapport avec ce que tu as également évoqué, le mythe des Prométhée, parce que là, on voit cette idée du génie, si on pense à Goethe, Sturm et Drang, Schiller, aussi avec Wilhelm Tell, que si dans ce mythe où l'impératif de la créativité, il y a du reste de cette idée du génie très ancienne. Et donc, la troisième question, tout brièvement, je me suis demandé si il y a un lien avec loisir et oisiveté, et si ça, loisir et oisiveté, est une façon de désobéissance civile ou désobéissance artistique, se manifester, protester avec Benjamin, aussi avec Alain, protester contre l'impératif d'entreprise, faire une entreprise de soi-même. Donc, se protester contre les impératifs du capitalisme. Merci. Merci beaucoup, Robert, pour tes questions. Je ne sais pas si je vais être en mesure de tout répondre d'un coup, parce que c'est une discussion hyper vaste qui pourrait nous laisser, qui nous permettrait peut-être avantage de faire le pique-nique plutôt ici à la salle de projection à Turbulence. Mais alors, dans l'ordre, ouais, Derrida, c'est un auteur que j'ai beaucoup travaillé dans la thèse, notamment son concept de différence avec A. Derrière, il a été aussi à l'origine de toute une réflexion autour de la latinité de l'Amérique latine. Donc en fait, c'est vraiment un auteur qui traverse toute cette étude et qui me permet justement de faire les liens entre son concept justement de différence et le concept de G. Quoique c'est finalement Agamben qui me donne, Agamben avec Jorge Mañach, justement cet auteur dont je parlais tout à l'heure et dont je n'ai pas dit les noms, qui sont vraiment les sources fondamentales pour esquisser cet appareillage qui, en fait, remonte à Kant. Je dois faire quand même tout un voyage dans la tradition philosophique occidentale, donc le concept de génie chez Kant est extrêmement important. En tout cas, on peut se dire, bon, d'un point de vue de la théorie postcoloniale, on pourrait se demander est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ce détour. Je pense que oui, parce que finalement, les projets de modernité, il a été répandu dans le monde par les biais de processus de colonisation. Donc, en fait, pour trouver une position en fait, à l'intérieur de toutes ces discussions, il faut quand même remonter aux anciens. Donc, pour répondre très simplement à ta première question, oui, il y a un lien très fort entre Derrida, Agamben et Jorge Mañach, justement.
Alors, ça répond en partie à ta deuxième question par rapport au mythe de la créativité et une certaine conception du génie à l'intérieur, en fait, en tout cas latente à l'intérieur de ces mythes de la créativité. J'y reviens aussi à plusieurs reprises, hein, mais je ne me focalise pas là-dedans parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est plutôt de comprendre, en fait, l'évolution de la captation en fait, de la critique artiste depuis les années 60, plutôt de mouvements de contre-culture en fait, émergents dans les années 60 qui se sont poursuivis en partie, mais différemment dans les années 70. Donc, et alors, pour la question sur les loisirs et la oisiveté, mais oui, bien sûr, le temps mort est indispensable en fait, pour répenser en fait, la désobéissance aujourd'hui, d'ailleurs pas qu'artistique. Il y en a plein dedans aussi au sein de ces facs, la forme de travail, les formes de travail en fait, que nous avons aujourd'hui. Il y a pas mal de collègues en fait, dans la salle, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir, pour y réfléchir là-dessus, parce qu'en effet, disons, on n'arrive pas vraiment à mettre en place ces moments de loisirs et oisiveté qui seraient extrêmement importants, en tout cas, pour être cohérent dans une certaine démarche. Merci Sarah. Alors, moi je voulais poser deux questions, puis te faire une remarque aussi toujours sur la discussion et qui pourra poursuivre après. D'abord, c'est quelle place tu donnes à la question de l'espace dans lequel les œuvres ou les pratiques sont montrées, puisque finalement tu ne l'as pas abordé. Et dans les trois analyses des œuvres que tu as faites, la première a lieu dans un espace public, et donc on sort des espaces traditionnels d'exposition. Et il me semble que ça a une importance fondamentale par rapport à la potentialité, puisque tu parles de potentiel de désobéissance. Donc peut-être même si on pouvait pousser la question, dans quelle mesure aussi il y a une nécessité de sortir des espaces traditionnels d'exposition qui viennent neutraliser le potentiel critique des œuvres pour justement qu'il puisse y avoir des formes de réappropriation. Et puis après, je me faisais aussi une remarque peut-être un peu naïve sur cette question toujours de la capacité de neutralisation de ce potentiel critique par le monde de l'art, et dans un contexte où on sait que les lieux d'exposition sont nés aussi à peu près au même moment que les disciplines des sciences au XIXe siècle. Et dans un contexte aujourd'hui où, par le biais des études culturelles, des études visuelles, des études de genre, etc., on a aussi il y a une pratique plus vaste de l'interdisciplinarité. Est-ce qu'une condition aussi d'un renouvellement, moi que je trouve souhaitable aussi, de nos relations à l'art, ne serait pas aussi que l'histoire de l'art comme discipline aussi acte un peu sa fin et devienne aussi des études visuelles aussi, c'est-à-dire qu'elles prennent l'œuvre d'art considérée comme une visualité parmi d'autres, avec un statut peut-être plus singulier en fonction de ses usages, mais toujours pareil au regard de ce que tu places au départ, c'est-à-dire cette question de la potentialité, du potentiel de désobéissance. Et puis il y avait une troisième chose, c'était aussi une notion que je trouvais intéressante, que tu n'as pas citée, que je ne saurais plus d'ailleurs attribuer à un auteur précisément, qui est ce qu'on appelle parfois les poétiques de l'interpellation. C'est-à-dire aussi donc, des œuvres qui ne sont pas prescriptives en termes de comportement ou d'idées, et donc qui s'inscrivent dans forcément quelque chose de plus réflexif, d'interaction, de forme de réappropriation. Merci Mathieu pour ces questions. Dis donc, de 3 en 3. Alors, merci beaucoup pour ces remarques et tes questions qui me permettent en fait éventuellement de compléter certains éléments sur lesquels j'avais pas le temps de revenir en profondeur.
je pense que par rapport à la question de l'espace, je pense l'avoir quand même assez pas mal abordé parce que justement dans la question des chocs, j'explique toutes ces relations à l'espace public, les contextes de la place à l'Arme, son histoire et aussi ancré dans un contexte politique, économique très particulier de Pérou à l'époque et aussi du contexte en fait de la façon dont ces biennales d'art ibéro-américains étaient aussi instrumentalisées pour mettre en place en fait des logiques très précises à la fois économiques et politiques. Donc voir justement les créer comme des objets anthropiques qui vont permettre quelque part d'étendre une certaine expérience dans l'espace, dans les temps. Bon, ça, je pense l'avoir plutôt beaucoup abordé dans ma présentation. Bien évidemment, ça change complètement du moment où on fait, en fait, on réalise une œuvre plutôt à l'intérieur d'un roi cube, d'un espace idéologique pour reprendre justement cette approche sur les rois cubes. Donc, je pense que voilà, il y a quand même une transformation importante, mais qu'elle est opératoire aussi, parce que dans les cas des CHA, justement, ce qui l'intéresse, c'est de quelque part faire remarquer qu'on est tous complices en fait de ces logiques aussi marchandes, de ces logiques d'exploitation et de division du travail dont il fait partie. Donc, il n'a pas envie à aucun moment de dire bon, mais je suis le bonhomme en fait qui va changer le monde. Et au contraire, j'y participe aussi. Donc, ça n'a aucun sens de faire de réaliser cette œuvre-là, en fait, à l'extérieur de l'espace classique d'exposition. Donc, je pense que ça, c'est très important. Et pour la troisième, bon, la première image que je vous ai montrée, c'est plutôt hors sol. Donc, c'était dans le cadre, en fait, d'une exposition que j'avais réalisée moi-même à Bruxelles en 2016. Mais le début de cette série a été montré en fait, ça je n'ai pas pu le dire, mais à La Cavagne, qui est une des anciennes casernes de l'époque coloniale, qui est devenue en fait les lieux où on fusillait les contre-révolutionnaires en fait après 1959. Et une partie de la Biennale de La Havane, qui est très important événement en fait pour les tiers-mondes, dont la 3e édition a eu lieu en 1989, en même temps en fait que Magicien de la Terre avait lieu à Paris et The Other Story avait lieu à la Hardware Gallery à Londres. Ces trois hits en fait de ce qu'on constitue aujourd'hui, on conçoit comme les débuts en fait de l'art global, ont eu lieu en fait à la même année. La Biennale de La Havane et une partie de ces sites principaux était justement à l'intérieur de ces casernes. Et c'est dans ces contextes-là en fait que Reinier Leiva-Novo présente par la première fois en fait sa série El Peso de l'Historia avec les 3 sous-séries qui sont à l'intérieur. Donc en effet, l'espace est extrêmement important pour la définition en fait ou pour le développement de ces potentiels de désobéissance qui peut éventuellement se produire ou pas se produire. Il reste vraiment dans l'ordre du potentiel. Et alors, par rapport à l'histoire de l'art, mais ça c'est une histoire longue. Mais on est très en arrière. Moi, je suis historienne de l'art et j'ai l'impression de ne pas du tout faire de l'histoire de l'art en France, parce qu'après, c'est ça aussi. Et l'histoire de l'art, elle se conçoit aussi d'un point de vue disciplinaire différemment selon les contextes. Donc, là, en arrivant en France il y a 10 ans, j'étais face vraiment à un mur assez insurmontable. Bon, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir recrutée parce que je peux continuer à exercer ma carrière en tant qu'historienne de l'art, mais ce n'était pas du tout garanti parce que voilà, je suis à la croisée de plusieurs disciplines et ça, pour les historiens de l'art en France, c'est pénalisé totalement, en fait, complètement hors sol, c'est pas possible. Donc effectivement, c'est une discipline qui a créé ses propres logiques de domination et de visualité, bien évidemment, où il y a plein de choses en fait qui ne font pas du tout partie, qui sont complètement exclues. Et je pense que tout mon travail vient un peu à l'encontre de ces façons de comprendre et d'entendre l'histoire de l'art, après à une échelle tout petite, donc très modestement. Je m'arrête là, peut-être pour laisser la parole à peut-être l'occasion à d'autres personnes qui posent des questions.
peux passer le micro. Moi, j'avais une question par rapport à Schalk. Je me disais genre, mais pourquoi... Enfin, c'est une question que tu as posée un peu, genre, pourquoi c'est de l'art et tout. Enfin, est-ce que c'est de l'art? Et je me dis, pourquoi on se pose ce genre de questions? Bon, je pense qu'on aime bien se poser des questions là-dessus, puisqu'on est tous là, a priori, que ça nous intéresse, et puis aussi on gagne notre vie plus ou moins, d'ailleurs, avec ça. Mais genre, à quoi ça sert, en fait? Qu'est-ce qu'on... Enfin, c'est pas le bon terme non plus, mais il y a ce terme-là, art, qui nous arrive dessus, et dont on se demande, on passe notre vie à se demander ce que c'est que ce machin. Et en même temps, ce que tu as montré, visiblement, ça produit des effets assez importants, et ça avait l'air super cool, quoi. Et du coup, je me demandais, mais genre, voilà, pourquoi on va chercher ce mot-là, quoi, au-delà du fait qu'on vit dedans et que ça fait partie de nos activités. Et je pensais Enfin, c'est une question, mais juste les petits trucs que je pensais là-dedans, c'était la phrase de Phil Yu qui dit que l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Alors je me demandais si ça ne pouvait pas être une espèce de passage, à un moment, genre on passe par une œuvre, quoi. Et puis en fait, ça produit des trucs derrière, et l'œuvre disparaît, elle est effacée, là en l'occurrence, mais juste ça disparaît, quoi, comme une espèce de machin. On passe à travers ce truc-là, et juste on joue, c'est cool déjà, et puis éventuellement ce jeu a des effets incidents, et ça peut être cool aussi, quoi, parce que c'est des moments de vie qu'on ne peut pas nous enlever. Merci Salut pour ces remarques, d'avoir repris justement cette belle expression de Philou qui me tient aussi très à cœur, en fait. Je pense que... alors pourquoi revenir à l'art? Bon, mais encore une fois, je suis un peu victime de ma discipline. Disons que... En tant qu'historienne de l'art, mais il faut toujours se poser la question pourquoi on appelait les choses comme ça. Mais ça, il faut remonter dans l'histoire de la philosophie, de l'esthétique. Donc, et ça pose vraiment beaucoup de problèmes aujourd'hui. Par exemple, comme Frédéric le rappelait au début, je travaille entre 3 continents et en fait, la notion d'art, elle ne se pose pas du tout de la même façon dans d'autres cultures ni dans d'autres langues. Il y a vraiment un gros souci du point de vue linguistique. Par exemple, dans la langue maya, les mots... Dans la langue Ichil, le mot art n'existe pas. On doit, pour décrire en fait une œuvre d'art, il faut faire une espèce de détournement, vraiment un parcours, un détour. Et en fait, là, on est rattaché à une tradition qui remonte au XVIIe siècle, Winkelmann et compagnie, et c'est un terme comme parmi des choses à l'intérieur en fait, du processus de la modernité qui ont été imposées à l'échelle globale par les processus de colonisation, mais qui aujourd'hui sont très inopérantes, en tout cas quand on a envie vraiment d'approcher la particularité de certaines productions artistiques en dehors de l'espace occidental. Et donc, ces questions que tu viens de me poser, je me la pose en fait concrètement tous les jours. Et c'est un sacré problème. Le mot performance, c'est pareil. Le mot performance est arrivé en Afrique subsaharienne. Il y a des pays où on parle de centaines de langues. Et je préfère vraiment les appeler des langues parce que la question, voilà, la notion de dialecte me semble très, très problématique. Et pareil, performance, ça n'existe pas. Alors qu'il y a plein d'artistes qui font de la performance, clairement, en tout cas dans la façon dont on l'entend dans le monde occidental. Donc ça crée vraiment des interférences et des soucis épistémologiques assez fondamentaux, dont on en parlera justement fin juin au MUSEM. Moi, je peux rajouter une chose? Oui, je pense qu'il ne faut peut-être pas poser la question de la nature, de l'ontologie, de la catégorie, mais plutôt la question des effets et des moyens mis en œuvre. Je prends un autre exemple aussi qui est du coup complètement inversé, puisque c'est une initiative qui ne vient pas du tout d'artistes au départ. Je pense à une intervention d'un collectif au Mexique qui s'appelle Huellas de la Memoria, Traces de la mémoire, où en fait c'est un collectif de familles, de parents disparus, qui ont, pour imaginer des formes de manifestation aussi
d'interpellation des pouvoirs aussi, ont sculpté leurs chaussures. Donc ils ont utilisé le savoir-faire artistique, la linogravure, pour faire passer des messages qu'ils ensuite ils laissent avec de la peinture dans les espaces où ils vont manifester pour laisser des traces. Et voilà, cette pratique, après, elle a fait l'objet d'une récupération par le monde artistique, puisqu'elle a été exposée dans des musées, ils ont exposé les semelles, ils ont exposé les résultats, des photographies, des interventions, etc. Donc là, ça ne procède pas du tout du monde artistique. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des ressources employées, des effets recherchés, poursuivis, puis qu'on peut mesurer ou pas. Enfin, c'est comme ça que ça se pose. Moi, je voulais juste savoir, parce que finalement, pour en savoir plus sur l'illustration que tu as choisie de cette intervention, cette autre intervention de Santiago Sierra. J'avais pas eu le temps, mais en fait, c'était pour faire une petite promotion des... Donc, j'ai même pas demandé de permis à Santiago Sierra pour mettre la photo sur l'affiche, mais je pense qu'il n'a pas trop de soucis là-dessus, j'espère. Bon. Je t'ai pas serré la facture. Mais en fait, il y a 2 petits ouvrages qui sont sortis cette année, dont je suis vraiment très heureuse. Le tout premier, c'est en fait coécrit avec Julie Martin et qui porte sur des éventuelles contre-visualités au sein du champ de l'art aujourd'hui, de l'art contemporain, avec différents chapitres. Les tout premiers, justement, étudient plutôt la prédominance de la vision et la relation de la vision, en fait, par rapport à la conception de savoir, pouvoir et croire. Et avec plusieurs études de cas. Donc, voilà, il est presque épuisé. Donc... Et le deuxième, c'est justement plutôt un ouvrage collectif qui j'ai eu l'occasion de coéditer avec 3 autres enseignants-chercheurs en Suisse. Donc, c'est à l'issue d'une année doctorale que j'ai eue en Suisse en 2018-2019, qui s'est clôturée avec un colloque qui s'appelait comme ça « No Rhetoric, Versions and Subversions of Resistance in Contemporary Global Art ». Et on a invité en fait autour de 15 personnes, à la fois des chercheurs, des artistes, des commissaires, des acteurs du monde de l'art, à repenser en fait la notion de résistance depuis ses origines d'un point de vue physique, etc., jusqu'aux incidences aujourd'hui au monde de la désobéissance, par exemple, électronique. Je vois Jean-Paul qui est au fond de la salle, donc voilà, c'était pour faire un rappel à ces 2 ouvrages-là. C'est une œuvre de Santiago Sierra qui a fait les tours du monde, donc c'est Global Art Tour. Et là, en l'occurrence, c'est une photo prise en Irlande. Et justement, il s'est promené dans son camion avec cette espèce de gros nom derrière. Et l'idée, c'était de marquer ou positionner ces noms à des endroits assez mythiques au sein de ces villes du point de vue de la contestation. Donc, voilà pour la petite anecdote. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Ah, waouh! Pile, c'est extraordinaire. Ah, wow. Merci encore infiniment, Sarah. Je vous rappelle que la séance, ou la seconde séance, reprend à 15h avec Renaud Golo, qu'on aura le plaisir d'écouter, et qu'entre les deux, enfin entre maintenant et tout à l'heure, on se proposait de rester tous ensemble, pour celles et ceux qui le souhaitent, autour d'un sandwich ou d'une salade tirée d'un sac à dos, si vous avez pensé à faire ça hier soir ou ce matin. Et si ce n'est pas le cas, comme moi, parce que je n'ai pas eu le temps non plus, on peut aller s'acheter des sandwichs ou des salades au Carrefour Market ou je fais de la pub, ça va être sur un peu, c'est terrible, bon, ou aux friteries, à la friterie à côté, enfin bref, on peut aller s'acheter des choses à manger et on reste ensemble, soit sur la petite terrasse à l'arrière du bâtiment, soit devant, à l'entrée. Enfin, il y a quand même quelques coins d'ombre sur le campus, même s'il n'est pas très arboré. Voilà, pour la convivialité. Et pour la pensée et
l'écoute. On se retrouve à 15h ici même avec Renaud Golo. Merci encore, Sarah. Merci beaucoup.